Salute, soccorpi i campionati Lega 1 e Lega 2. Ecco l'ultimo Futebasta di stagione. Au terme d'une saison durant laquelle il aura gagné le respect de tous, le GFCA est relégué. Après s'être fait une nouvelle fois peur, cette saison encore, le SCB finit 10e. C'est l'heure des bilans sans coupable qui appellent déjà à des rebonds. Le GFCA s'est donc incliné à Lorient et quitte la Ligue 1. Son président Olivier Miligogne est parmi nous depuis nos studios d'Ajaccio. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté de clôturer avec Futebasta. On revient vers vous tout de suite pour le premier chapitre de cette édition. Et pour conclure et dessiner les perspectives, Pascal Camadini, consultant émérite, le seul ici à avoir affirmé que le Gazélec descendrait. On ne vous félicite pas. Non, mais j'en suis malheureux aujourd'hui. Je suis malheureux d'avoir eu raison, mais c'était mon intuition. Sébastien Bonifay, libraire et amoureux de foot. Bonsoir. Sébastien. Merci de participer avec nous à cette émission spéciale. Vous nous présenterez un livre en fin d'édition, le livre foot de l'été. On peut dire ça, oui. Voilà. Allez, tout de suite, l'info de la saison, la relégation du GFCA. Tout s'est joué lors de l'ultime journée, la preuve que votre pronostic, Pascal Camadini, a bien failli ne pas se produire. Ça s'est joué dans votre ancien club, Lorient. Ça aussi, je le note. Hein. Xavier Pierre-Lovize y retrace pour nous cette soirée maussade, presque funeste, fatale désormais, au respecté GFCA, image Jacques-Paul Stéphanie. Le stade du Moustoir à Lorient comme terre d'adieu à la Ligue 1, c'est ce que l'histoire retiendra. Là, on est déçus, voilà. Une grosse déception, on est triste et c'est tout. C'est pas des moments rigolos. L'an dernier, on pleurait de joie. On avait rendu un petit peuple ajaccien heureux. Et aujourd'hui, c'est un petit peu plus dur. Voilà. C'est une fin de saison douloureuse. Il y a des années où elles sont joyeuses. Cette année, elle est douloureuse. Maintenant, c'est pas pour autant qu'on va s'arrêter là. Je pense qu'on va repartir de plus belle la saison prochaine. Cette histoire retiendra aussi que ce GFCA-là, plus petit budget du championnat, ou le plus petit tout court à tous les niveaux, a frisé l'exploit. L'exploit de s'offrir le droit de briller une saison supplémentaire parmi les étoiles du football français, et il n'a pas manqué grand-chose. On a eu 2 périodes de bas qui nous coûtent cher, voilà, parce que entre le début de saison où on prend 3 points en 10 matchs, et donc forcément c'est très léger, et le passage, je dirais, difficile de février où on ne prend pas les points contre les adversaires directs, c'est évident que ça fait 2 périodes où tu laisses beaucoup de points à l'adversaire et où les adversaires en profitent, voilà, tout simplement. La dernière journée a donc été fatale aux Ajacciens. Échouer si près du but, rien de plus rageant, cruel même, car personne, encore moins les nababs de la télévision, n'avait prophétisé une telle issue. Alors, les tauliers du gaz n'ont qu'une seule envie, c'est d'y revenir. On va positiver, on va pas se laisser abattre parce qu'on n'est pas comme ça. D'où on part, surtout moi, on va pas s'arrêter après ça. Le gaz est plus fort que ça et si on suit les dynamiques des dernières années, à chaque fois le gaz est remonté, donc j'espère qu'on continuera dans cette voie. Les regrets, ça sert à pas grand-chose. Il faut regarder vers l'avant maintenant. L'aventure L1 s'arrête donc là. Elle s'arrête teintée d'une insoupçonnable fierté, celle d'avoir écrit une nouvelle et passionnante page d'histoire. Pour le coup, c'est toute la Corse du football qui en tire tous les bénéfices, et c'est très bien pour l'avenir. Olivier Miligogne, on voit des pleurs, des hommes qui pensent déjà à l'avenir, au sortir du terrain, au sortir du vestiaire après une telle déconvenue. On a le sentiment que ce n'est pas fin. Est-ce que ça veut dire qu'au moins au plan mental, vous ne vous êtes pas trompé sur votre groupe ? Écoutez, c'est le dernier match, effectivement, il y a des images assez dures, cette fin de rencontre contre Lorient. Maintenant, quand on a constitué le groupe en début de saison, c'est un élément important de recruter les joueurs avec une mentalité, des joueurs qui ont pu s'adapter
au club, un club promu qui n'avait jamais connu la Ligue 1. Voilà, maintenant on doit rebondir et rebâtir rapidement, aussi à faire depuis dimanche maintenant. Messieurs, on a le sentiment que ce Gazélec-là, estampillé un petit peu foot populaire, foot amateur, a gagné le respect du foot pro. C'est votre avis aussi ? C'est le mien, oui. C'est vrai qu'on voit le Gaz d'un tout autre œil aujourd'hui au niveau de la France du football. Le Gaz n'était pas connu. Aujourd'hui, il est connu, reconnu, apprécié et respecté, je pense. D'ailleurs, il y a un des joueurs, Sébastien Bonifay, qui disait au départ de la saison, nous appelait Ajaccio, à la fin, c'était Gazélec ou Gaz. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai que ça a gagné le respect. L'équipe a gagné le respect des médias. Mais en même temps, les médias, on sent très bien que la plupart, ils se disent qu'ils sont mieux en L2 qu'en L1 parce qu'ils aiment bien un autre système que celui-là. Et c'est très bien parce que c'est folklorique. Pour eux, ils ont 2-3 histoires à raconter et 2-3 portraits à faire les veilles de match. Mais ils préfèrent que la L1, ça se joue entre eux. C'est vrai. Pensionnaires de L1. Entre argentés. Voilà, exactement. Adoubés par la Ligue et les banques. Olivier Minigogne, est-ce que c'est une fin de cycle ? Est-ce que vous allez réamorcer quelque chose de différent ou vous allez continuer sur la même stratégie ? Alors, écoutez, dans le cas d'une rétrogradation comme nous connaissons actuellement, il est important, je pense, de renouveler, que ce soit au niveau du groupe, les effectifs, certainement au niveau du staff également. Donc voilà, on est en période de réflexion, mais je pense qu'il est important de rebondir rapidement. Et les éléments pour rebondir, on les connaît. Il faut de la fraîcheur, il faut de la nouveauté. Donc on s'y affaire ces jours-ci. Je vois qu'Olivier Minigogne, il y a quelques petits soucis de son, il me semble, à le voir opiner du chef. Alors je dis ça à l'adresse de la régie. Olivier, est-ce que Thierry Loret sera l'entraîneur du Gazélec la saison prochaine ? Quelle est la probabilité qu'il reste au Gazélec ? Je sais qu'il avait rendez-vous avec un autre club, Reims, pour ne pas le nommer, aujourd'hui ou demain. Écoutez, Thierry Loret, comme vous le savez, dispose d'une année de contrat supplémentaire. Aujourd'hui, il a des sollicitations, donc on lui a accordé le droit de négocier avec les clubs qui seraient intéressés par son profil. Donc aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, ces jours-ci, on espère y voir plus clair. Maintenant, vous me demandez la probabilité qu'il soit toujours l'entraîneur la saison prochaine, elle demeure quand même assez faible, je pense. Il est toujours l'homme de la situation, selon vous ? Je ne pense pas. Je crois qu'on a besoin de se renouveler, de certainement un autre discours. Maintenant, comme je vous l'ai dit, s'il devait demeurer de par son contrat entraîneur du Gazélec, eh bien, on l'accepterait volontiers. Mais il est important aujourd'hui, je pense, d'avoir un autre discours. Alors pourquoi pas un autre discours avec la même personne ? C'est envisageable également. Mais aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il est dans une période de transition dans sa carrière. Il a grandi avec le Gazélec. Il a des sollicitations, tant mieux pour lui. On est les premiers contents. Faites-nous un tableau, c'est très important ce que vous voulez dire, Olivier Minigogne, mais faites-nous un tableau rapide sur les joueurs sous contrat qui devraient rester, que vous aimeriez conserver, ceux qui sont sollicités, ceux que vous souhaitez prolonger. Écoutez, grosso modo, sur un effectif d'une vingtaine de joueurs, compris les gardiens, 10-12 joueurs sont sous contrat la saison prochaine. 2 d'entre eux ont des sollicitations, puisqu'on a reçu des offres fermes pour 2 joueurs. Permettez-moi de ne pas dévoiler l'identité de ceux-ci. Ensuite, on a 3 joueurs en fin de contrat, qui sont Roderick Philippe, Khalid Boutaïb et Pablo Martinez, pour lesquels on souhaiterait vraiment renouveler le bail. Ils sont importants dans notre nouveau projet. Ducourtiou, Bréchet, Pujol, les cadres vont rester ? Oui, Jérémy Bréchet disposait d'une année supplémentaire conditionnée avec un nombre de titularisations pendant la saison. David Ducourtiou était en fin de contrat, il a été prolongé d'une saison supplémentaire. Voilà, et les principaux cadres seront avec nous la saison prochaine. Greg Pujol est un peu en période de réflexion lui aussi, c'est beaucoup la période de réflexion en ce moment. Quant à la fin de sa carrière ou pas, voilà, il doit revenir vers nous s'il décidait de continuer sa carrière. Voilà. Ensuite, il y a des joueurs comme Kader Mangane qui sont en fin de contrat également, qu'on
qu'on pensait à un moment donné ne pas pouvoir avoir dans notre effectif, mais bon, il a quand même émis le souhait de, pourquoi pas, de prolonger son bail avec nous la saison prochaine. Voilà, on attend prochainement des retours sur différents joueurs. Et Zoua Djokovic partent? Sont sous contrat. Il se peut qu'ils aient des sollicitations, effectivement. Alors, je voudrais quand même apporter une statistique, messieurs, pour tempérer ceux qui disent que le GFCA a fait une saison honorable. Voici le classement de la rentabilité. En clair, c'est le budget moins le classement réel obtenu en fin de saison. Et là, Ajaccio est 5e. D'ailleurs, on note que Bastia est 3e. Hein. En fait, devant Ajaccio, il n'y a que Angers et Caen, les surprises, et Nice. Hein, un petit peu un ovni avec un extraterrestre, hein, Ben Arfa. C'est quand même ça, Pascal Cavani, ça dénote un peu la saison de ce GFCA. Oui. Après, bon, ce classement, ça ne veut trop rien dire, j'imagine. Ça veut dire des choses quand même. Peut-être que ça sert à rien. Non, ça veut dire que les dirigeants ont bien travaillé. Ouais. Très honnêtement, je pense surtout à ce niveau-là. Avec peu de moyens, ils ont réussi à faire quelque chose de cohérent. Maintenant, bon, le but, c'est quand même de se maintenir et il s'en est fallu de peu. Mais je pense qu'ils auraient préféré réellement être moins bien classés dans ce second classement et se maintenir. Sébastien Bonifay. Moi, je voulais demander à Olivier Miligone, est-ce que vous vous êtes fixé un délai avant de savoir exactement qui va mener les troupes l'année prochaine? Parce que j'imagine que l'incertitude, ça pose aussi un problème quand on discute avec les joueurs. S'ils ne savent pas qui sera dans le vestiaire en tant qu'entraîneur l'année prochaine, non? Et comme vous devez préparer la L2 et que c'est très important parce que j'imagine que vous avez des ambitions, et donc est-ce que vous pensez que ça peut durer longtemps cette incertitude ou est-ce que vous pensez y mettre un terme dans un délai que vous avez décidé? Écoutez, idéalement, bien évidemment, cette incertitude peut troubler parfois, vu de l'extérieur, hein, j'entends bien, sur la construction du groupe pour la Ligue 2. Aujourd'hui, les joueurs me font confiance à Christophe Ettori. C'est nous et quelques amis qui avons mené le club là où il est actuellement. Donc aujourd'hui, je dirais que l'avenir de Thierry Laurey est très important, bien évidemment. Mais aujourd'hui, la confiance des joueurs, elle est envers nous, plus qu'avec l'entraîneur. Et Olivier Miligone, ce qui est important aussi, c'est que vous l'avez cité, Christophe Ettori. Il y a un directeur sportif au GFCA, ce qu'il n'y a pas du côté du Sporting Club de Bastia, par exemple. Le budget l'année prochaine, Olivier Miligone, rapidement, ce sera autour de 8 millions d'euros? Voilà, tout à fait. Vous allez mettre entre parenthèses certains dossiers comme le stade, le centre de formation que vous espériez, dont vous rêviez, peut-être même l'équipe réserve? Non, pas forcément. Bien évidemment, la part du budget dédié aux investissements sera moindre du fait de la relégation. Mais quoi qu'il en soit, vous savez, même quand nous avions été rétrogradés en championnat national, on avait dégagé grosso modo 300 000 € de notre budget pour construire un terrain d'entraînement, pour améliorer nos infrastructures. On se doit chaque année de réserver une part de notre budget aux investissements. C'est une obligation, puisqu'on part de très loin à ce niveau-là. Alors c'est vrai que la part sera moindre qu'en cas de maintien, mais elle sera tout aussi importante pour un club comme le nôtre. Merci beaucoup Olivier Miligone. On a bien compris que dans votre esprit, l'opération remontée immédiate, il y a un rêve quelque part et vous allez essayer de le mener. Merci beaucoup et bon travail, on vous libère. Merci. Et à noter que le GFCA aura des sacrés clients face à lui en Ligue 2. Hein. Il y aura Reims, dont on annonce qu'il aura un budget assez important. Lens, qui va être acheté par une société luxembourgeoise, Le Havre, 3. Et il y aura des barrages cette année, normalement. Allez, place à la bonne perf finale du Sporting. Le Sporting est allé chercher sa 3e victoire à l'extérieur du côté de Rennes samedi dernier à Rennes. Donc 2-1, 2 buts de François Camano et une 10e place. Inespérée pour vous, Pascal Camani? Alors voilà, s'il y avait une équipe sur laquelle je m'étais trompé, c'était le Sporting. J'aurais jamais misé un copec sur une 10e place. Ouais. Vous pensiez qu'ils n'allaient pas aller au-dessus de la barre de relégation. Juste 17e. 17, 16e. Je pensais que ça correspondait à la valeur. Là aussi, ils m'ont fait me tromper.
tant mieux pour le club, j'en suis bien heureux. Sébastien Bonifay, nous, pour en avoir discuté, on n'était pas tout à fait sur ce Oui, je ne veux pas prendre la registre-là. défense de Pascal Camadine qui n'a pas besoin de moi, mais tout dépend de quand est-ce qu'il l'a fait, cette prévision. Puisque Avant ou après le changement d'entraîneur au GFCA, il y a eu un changement d'entraîneur qui a aussi changé pas mal de choses, parce qu'il y a beaucoup de gens, même parmi les joueurs, qui pensaient qu'on y allait tout droit en L2. Hein. Chicoline, c'est 1,59 par match, c'est assez énorme du côté du Sporting. C'est important qu'il reste? Moi, je pense que oui. Maintenant, je pense qu'il a la bonne mentalité. Et que la Corse, on peut se gargariser en permanence de nos spécificités, mais il faut être cohérent avec nous-mêmes. Si on a des spécificités, il faut qu'on soit cohérent jusqu'au bout. Et je pense qu'il faut des entraîneurs. Je ne veux pas taper sur le pauvre Claude Makelele qui a été une victime expiatoire. Assez emprunté quand même. Oui, mais bon, voilà, et ça ne fonctionnait pas. Mais je veux dire, Ciccolini, dans l'état d'esprit, et je pense que par rapport à sa première expérience sur le banc, il a beaucoup mûri, il a beaucoup emmagasiné d'expérience. Alors, il devait venir, François Ciccolini, figurez-vous, lors de cette dernière. Il nous l'avait promis, mais il est déjà à l'étranger. Est-ce qu'il prospecte? Peut-être. J'espère, parce qu'il vaut mieux, hein, vu l'état on va en de parler, l'effectif. Considérez-vous, Pascal Camadine, que les dirigeants qui ont été assez vilipendés par une large part du public tout au long de la saison, finalement, ont réussi dans leur entreprise sportive avant de livrer le match financier, hein. Ça sera aussi un autre match, hein. Sportivement, point de vue comptable, oui, on est 10e. Je pense que l'objectif est atteint, voire dépassé. Et puis, tout ce qu'on entend, c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses, mais on verra à la fin si c'est vrai aussi ou non. On ne sait pas. Il y a le passage devant la DNCG dans les prochains jours. Après, on saura s'ils ont bien mené leur barque. Et le club a dit qu'il allait communiquer même avant ce passage. Tiens, une décision, un brin à imposer lors du dernier mercato estival, la titularisation de Jean-Louis Lègue dans les buts du Sporting, le Sporting Club de Bastia, qui lui doit une fière chandelle à Jean-Louis Lègue, le presque éternel numéro 2 qui aura fait une saison époustouflante, pris une part prépondérante dans la 10e place comme à Nice, où avant de marquer, Jean-Louis avait fait une vraie différence. Pour moi, c'est le Bastia numéro 1 de la saison. Pour vous aussi, Sébastien Bonifay? Oui, moi je l'ai déjà dit souvent, j'avais été un peu énervé lors de son arrivée par le fait que tout le monde, sans l'avoir vu jouer depuis 5 ou 6 ans, était persuadé qu'il n'avait pas le niveau pour jouer en tant que titulaire. Et il l'a prouvé, en plus il avait déjà prouvé la saison précédente quand on avait fait appel à lui pour remplacer. C'est vrai. Et il se blessait encore. Il se blessait quand il avait l'opportunité. Oui, c'est vrai, mais moi je trouve qu'il a fait preuve d'une maturité. Et je pense que ça prouve que c'est quelqu'un d'intelligent. Parce qu'il a appris, il n'a pas voulu en permanence demander à être premier. Il était à Valenciennes, il jouait pas, il était sur le banc, il apprenait, il jouait son rôle. Et voilà, et je trouve qu'il est récompensé. Et en plus de ça, il le mérite. Franchement, il a fait une saison fantastique, Jean-Louis Lègue, Pascal Camadine. Il était énorme. Je pense que si on se maintient, on le doit en très grande partie à Jean-Louis. Par match, hein, Pascal. Avec un autre gardien. C'est la statistique officielle. Hein. 20 arrêts, ça me paraît beaucoup. Moi, c'est la statistique. Alors, ça me paraît à vérifier. Prenez-vous ça, vos confrères de Corse Matin, parce que je l'ai lu dans Corse Matin. Ça me paraît beaucoup. Moi, je me souviens des matchs contre Toulouse, contre Guingamp en début de saison. Je me souviens ici avoir dit que si on avait changé les gardiens contre Toulouse, c'est nous qui avions perdu, qui aurions perdu 3-0. Et clair. Je pense qu'on doit notre maintien en très grande partie à Jean-Louis. Complètement d'accord. Alors, le prochain marché estival s'annonce. On prend l'hypothèse que le Sporting gagnera son match financier. Quelle stratégie faut opérer ? Je sais pas, moi la question que je me pose, c'est qu'on a longtemps entendu que le groupe cette année, il n'était pas vraiment fait pour la L1 et qu'il avait plus le profil de la L2. Il y a des retraites. Il y a des gens qui vont partir, des attaquants. Alors que vous voyez, Haïté apparemment et Camano, il y a de fortes chances qu'ils partent. Oui, c'est même. Je pense que le conditionnel, il y en a déjà, apparemment. Donc de sources intérieures, et donc il va y avoir du boulot. Alors après, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a comme latitude financière, mais il va falloir reconstruire un groupe. Il y a eu beaucoup de re-signatures quand même. Oui, ça c'est une très bonne chose. Oui, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de scores. C'est Pipé Bernet et Dany. Oui, ils ont anticipé. C'est une des premières fois depuis très longtemps. Cette année, donc c'est ce qui me fait dire aussi qu'au niveau de la DNCG, on ne doit pas être aussi mal qu'on veut bien le dire. Donc, il faut attendre. Et puis, c'est vrai, il faut si on a une petite manne financière pour faire un coup, ce serait. Camano, Haïté, ça vaut combien, à votre avis, sur le marché estival ? C'est impossible à dire. Ça dépend. Déjà, je ne connais pas leur contrat. Vous savez comment ça marche. Ce n'est pas la valeur intrinsèque du joueur. Haïté, il lui reste 1 an de contrat. Camano, un peu plus, je crois. Voilà, 1 an. Qu'est-ce que vous voulez demander ? 1 an de contrat. Et j'imagine qu'il ne touche pas une fortune. On peut rêver s'il y a un club anglais avec les droits télé exorbitants qui se dit chinois, bien sûr. Donc, Chinois, peut-être, il voudra peut-être pas aller en Chine, peut-être. Alors là, je vais vous dire. Ils ont des arguments. C'est comme les entraîneurs qui disent qu'ils démissionneront jamais. Ça, c'est sûr, c'est une certitude. Quand on arrive avec les pépettes. Et il faudra aussi garder Sébastien Squillac et faire attention quand même parce que Alexander Djikou peut être sollicité aussi. Et ça, c'est un vrai actif du club qu'il faudrait valoriser, non ? Oui, mais en tout cas, Ciccolini a dit que c'était devant qu'il fallait travailler. Donc je pense qu'il a certaines
assurances en ce qui concerne la défense. Voilà. Après, moi, je ne m'appuie que sur ce qu'il a dit, sur ses déclarations du début de semaine. Maintenant, c'est vrai que si Djekou il part, par exemple, c'est faudra le garder, parce qu'avec le départ de Modeste, il aura peut-être une place dans l'axe du terrain. Gilles Chiogne, messieurs, le joueur du Sporting et l'association INSEM nous ont annoncé un match de bienfaisance du côté de Bonifacio. Ce sera organisé aussi par l'amicale des sapeurs-pompiers de l'Extrême Sud, samedi 4 juin 2016 à 20h. Un match de gala où sont annoncés, regardez, outre Gilles, Anthony Lipini, Julien Romain, Antoine Camboiré, Christophe Vincent, Laurent Fournier, Vincent Guérin, Lionel Letizy ou encore Jimmy Algerino, pas de Pascal Camadigne. Et à 21h30, un grand concert aura lieu avec le groupe Arapa et Imantini. 20 € pour les adultes, 10 € pour les enfants, et le tout, ça va à INSEM, et bien entendu, association reconnue qui soutient les personnes qui vivent en Corse et qui doivent se rendre sur le continent pour raisons médicales. Parlons à présent un petit peu de l'ACA, messieurs, qui rejouera en Ligue 2 l'an prochain, en évoquant la révélation de la saison, par ailleurs assez maussade. Il a d'ailleurs paraphé son premier contrat professionnel. Son nom, Vincent Marquette, son poste, milieu de terrain. Jean-Pierre Lec et Mickaël Martin vous le font découvrir. À 18 ans, il est déjà un joueur prometteur dans l'effectif de l'ACA. Arrivé au club à l'âge de 14 ans, Vincent Marquette a évolué dans toutes les catégories de jeunes chez les Blancs et Rouges. Pour sa première saison avec l'équipe 1 évoluant en Ligue 2, il s'est imposé malgré son jeune âge. Encore amateur, en tout début d'année, il a logiquement signé son premier contrat chez les professionnels. C'est vrai que j'ai gravi les échelons, j'ai fait toutes les catégories pratiquement et d'arriver à mon but, quoi. C'est bien, franchement c'est une récompense, une belle récompense. Milieu de terrain polyvalent, Vincent a évolué 32 fois cette saison avec l'équipe de Ligue 2, s'offrant même le luxe d'inscrire 3 buts, souvent décisifs pour la victoire, alors qu'il évoluait encore chez les moins de 19 ans nationaux il y a quelques mois. Lancé dans le grand bain par Olivier Pantalone, il a, grâce à ses bonnes prestations, connu également les joies de la sélection internationale avec l'équipe de France, un autre signe de son intégration très rapide dans le monde du professionnalisme. C'est un joueur de talent qui a un gros potentiel, qui a la possibilité de progresser encore. Et c'est bien qu'il y ait un jeune Ajaxien qui arrive à pointer le bout de son nez, voire même plus, puisqu'il a réussi à s'imposer dans cette équipe. Vincent est déjà un petit peu mûr dans son jeu, je trouve. Mais c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir quelques conseils pour lui, pour éviter qu'il perde un petit peu d'énergie en jouant un petit peu de partout, le recentrer sur le milieu de terrain, parce que c'est là où il est le plus efficace et c'est là où il fait du bien à l'équipe surtout. Formant avec Laurent Abergel une paire de milieux défensifs très précieuse pour la CA, ces deux-là sont autant complices sur le terrain que dans la vraie vie. Quand il a eu la possibilité, il s'est imposé et c'est mérité. Et on en est content pour le club et je suis content que parce que c'est un très bon mec. L'an prochain, Vincent Marquette y portera le numéro 8 sur son maillot. Il entamera ainsi sa première saison dans la peau d'un professionnel, avec l'objectif de refléter la même image laissée cette année sur les terrains de Ligue 2. Avec notamment le derby GFCA-ACA, le CAB et le National à présent. CAB qui a gagné sur le terrain son maintien en sortir d'une belle victoire 2-0 sur Belfort, maintien acquis de haute lutte là aussi. On s'en souvient, les Noirs étaient derniers en novembre. On se souvient aussi qu'un entraîneur, Christian Bracogne, en l'occurrence, avait été démis de ses fonctions. Et ce CAB qui, en jouant à Portillué, tu se sauves à 2 journées de la fin, c'est pas mal, surtout si on tient compte aussi du contexte général du club en proie de sérieux problèmes financiers. En attente d'une aide de la CTC, sous peine de se voir rétrogradé et au pire de déposer le bilan, il y a aussi le scénario de la fusion avec Borg, ou de vraies incertitudes sur l'avenir pour le vieux club bastiais. Et il faut bien le dire, avec assez peu d'écho médiatique, ou même dans la sphère politique d'ailleurs. Vous l'avez déjà noté, j'en suis sûr, messieurs. Corse-Pays Basque, ce sera vendredi prochain 20h à Mezzavi. Euskadi Sélection a livré son dernier match contre eux. Regardez, la Catalogne avec Jordi Alba, Busquets, Bartra ou encore Piqué. Et c'était au Camp Nou, s'il vous plaît, avec un petit peu de monde, comme vous pouvez le voir. C'était en décembre dernier. Et à la fin, c'est le Pays Basque qui a gagné. But d'Aduriz, l'avancante de l'Athletic Bilbao. Aduriz qui ne devrait pas être de cette sélection face à la Corse, puisque convoqué pour l'Euro avec l'Espagne. Mais cette sélection basque, attention, elle reste énorme. D'ailleurs, la Squadra Gours et son capitaine François Modeste en sont convaincus. Entraînement mercredi et jeudi qui sont programmés juste avant le match.
le signe que ce match ne sera pas du tout amical. Squadragour, ce Oushkadi, ce sera vendredi 27, 20h à Mezzavi. Et depuis aujourd'hui, vous pouvez acheter vos places dans les stations Vito de Lille. Le jour de la rencontre, vous pourrez les acheter à Mezzavi. Mais attention, en pressant une forte demande, d'autant qu'à 7h, le match ne devrait pas être télévisé. À noter que les bénéfices iront au syndicat étudiant. Vous avez 20 secondes pour nous présenter le livre de l'été. Je peux juste le montrer. Alors, non, ça s'appelle England Away. C'est un livre de John King qui est considéré comme l'un des 2 ou 3 plus grands écrivains anglais en ce qui concerne la société et la culture anglaise d'aujourd'hui. Et c'est la beauté de la littérature, c'est que à travers la fiction, on peut comprendre le monde mieux que dans certaines enquêtes menées ou articles menés par des journalistes qui sont superficiels. Et là, on suit les hooligans qui partent en Allemagne, qui passent par la Hollande, et on les suit de l'intérieur. On s'aperçoit que ce ne sont pas juste des animaux, comme on essaie de nous les présenter. Ils peuvent être violents, mais c'est aussi des êtres humains. Ils ont des familles. Ils sont arrivés là pour certaines raisons. Et c'est un livre extraordinaire à lire, et ça fait partie d'une trilogie qu'il a écrit sur le foot avec Football Factory et la Meute. C'est extraordinaire, John King. Vous le lirez, hein, Pascal Camadi. Merci. Fin de cette 5e saison, 154e ce soir. Merci à tout le monde. À l'année prochaine, peut-être. Coup de sifflet final.